Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. L'Union africaine et la Commission du bassin du lac Tchad annoncent de nouveaux raids contre le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Selon les Nations Unies, une saison des pluies plus longue que prévue aurait offert aux combattants de la nébuleuse l'opportunité de se retrancher et de se renforcer. Le président Pierre Nkurunziza lance un ultimatum aux insurgés qui s'opposent à son troisième mandat. Le chef de l'État burundais donne à ceux qu'il qualifie de criminels armés 5 jours à compter du 2 novembre pour déposer les armes en échange de l'amnistie. Et puis les autorités congolaises multiplient les initiatives en faveur de la diversification économique dans le but d'atteindre un taux de croissance économique de 9% en 2016. La République démocratique du Congo qui subit de plein fouet les conséquences de la chute des prix des matières premières. Mais avant de développer ces titres, les armées du Sahel s'unissent contre le terrorisme. Ce mercredi, les chefs d'état-major des armées du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, du Mali et de la Mauritanie, réunis au sein du G5 Sahel, ont signé à Ouagadougou, au Burkina Faso, une charte de fonctionnement du partenariat militaire de coopération transfrontalière. Un accord qui, selon le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, va permettre, entre autres, la mise en place de dispositifs permanents de coordination des frontières ainsi que le partage de renseignements. L'Union africaine et la Commission du bassin du lac Tchad se disent également décidés à combattre les groupes terroristes armés et en particulier le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Les combats contre cette nébuleuse devraient s'intensifier après les pluies qui s'abattent toujours sur les zones de repli des combattants islamistes. Les précisions de Deogracias Podo. Les forces armées nigérianes et tchadiennes s'apprêtent à lancer une nouvelle offensive contre Boko Haram. Selon les Nations Unies, le groupe islamiste aurait subi de sérieux revers en Afrique de l'Ouest et dans le bassin du lac Tchad, mais a pu se renforcer grâce à la saison des pluies plus longue que prévue en 2015. Quoi qu'il en soit, les responsables onusiens sont rassurants. Dès la fin des intempéries, les derniers bastions identifiés des terroristes seront démantelés par des raids que mèneront conjointement les soldats nigérians et tchadiens. La saison des pluies est toujours une occasion pour les groupes terroristes et les mouvements extrémistes pour se cacher dans la forêt et perpétrer des atrocités. Dans le Sahara, lorsque la saison des pluies sera terminée, les déplacements de l'armée seront beaucoup plus faciles. Et nous nous apprêtons à avoir une approche très agressive contre Boko Haram durant la saison sèche. Annoncée depuis le mois de juillet 2015, la force multinationale de lutte contre Boko Haram, qui sera basée à N'Djamena au Tchad, n'est toujours pas opérationnelle. Les observateurs déplorent un manque de progrès dans les procédures. Mais l'Union africaine et la Commission du bassin du lac Tchad rassurent, en octobre 2015, elles avaient signé un protocole d'accord dans le cadre de la mise en place effective de la force conjointe. Dans la stratégie de riposte, le défi ne sera pas seulement militaire, mais il sera également question de garantir la sécurité des populations en tenant compte des réalités socio-économiques et culturelles. Donc militairement, je pense que les choses se déroulent, ça avance dans la bonne direction. Mais juste d'ajouter qu'il faut aussi une approche humanitaire, une approche socio-économique. Donc, de développement, une approche de développement, et une approche de reconstruction, de reprise de l'économie, et une approche globale. Le déploiement de la force multinationale de lutte contre Boko Haram est toujours attendu. 5 pays y participeront, notamment le Nigeria qui va mobiliser 3750 hommes, le Tchad 3000, le Cameroun 2650, le Niger 1000 hommes et le Bénin 750 hommes. Les troupes interviendront essentiellement dans 3 zones autour du bassin du lac Tchad et seront dirigées par des commandants nommés par les 5 pays. Nouvelle arrestation dans le camp des proches de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Alain-Édouard Traoré, ex-ministre de la Communication et dernier porte-parole du gouvernement de l'ancien président déchu, a été arrêté mardi 3 novembre et écroué pour des malversations présumées. Les précisions de Birama Saounera. Au Burkina Faso, l'ancien ministre de la Communication et porte-parole du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le mardi 3 novembre 2015. Une mise sous mandat de dépôt qui soulève de nombreuses interrogations dans le pays des hommes intègres, notamment sur l'impartialité de la justice burkinabé sous la transition. On pense que cette justice
est plutôt orientée vers des objectifs politiciens qui concernent certaines personnalités et apparemment qui pourraient encore avoir de la ressource pour influencer le cours politique les prochains mois. On connaît d'autres dignitaires qui ont aussi géré les deniers publics, mais qui ne sont pas du tout inquiétés. Il y a cette impression générale que la justice est sélective et orientée. En juillet 2015, les députés du Conseil national de la transition ont voté une mise en accusation des 9 anciens ministres, dont Alain-Édouard Traoré. Ils sont accusés de détournement des deniers publics et enrichissement illicite. Il s'agit de partir d'exploiter les rapports de l'autorité supérieure du contrôle d'État parce que la décision a été prise au lendemain de la suite de Blaise Compaoré d'auditer l'ensemble des départements ministériels. Maintenant, c'est aux acteurs, au lieu de crier sur tous les toits qui arrivent d'ici à 12 vitesses qui donnent des éléments politiciens par rapport à l'analyse qu'on en donne, qu'on apporte des éléments de preuve qui permettent aussi d'inculquer d'autres personnes. Si on a apporté des éléments de preuve et qu'on n'a pas poursuivi les autres, là maintenant on peut parler de 10 à 12 vitesses. Le parquet accuse l'ancien ministre de la Communication des malversations concernant des marchés à la radiodiffusion télévision nationale du Burkina Faso. Celle-ci porte sur une somme de 100 millions de francs CFA. Alain-Édouard Traoré est le 4e ministre du dernier gouvernement du régime de l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré à être écroué pour détournement des deniers publics. Prestation de serment ce jeudi 5 novembre du nouveau président tanzanien John Magufuli. Une cérémonie à Dar es Salaam en présence de plusieurs chefs d'État, notamment le président Robert Mugabe, président du Zimbabwe et également président en exercice de l'Union africaine. Des présidents Uhuru Kenyatta du Kenya, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Joseph Kabila de la République démocratique du Congo et Jacob Zuma de l'Afrique du Sud. À noter que les chefs de l'opposition de Zanzibar sont absents. Pour eux, la crise politique issue de l'annulation des élections sur cette île semi-autonome n'est pas encore réglée. Et je vous l'annonçais en titre, le président Pierre Nkurunziza lance un ultimatum de 5 jours à compter du 2 novembre à ceux qui ont pris les armes pour s'opposer à son 3e mandat. En échange, le chef de l'État burundais leur promet l'amnistie. Dans un message adressé à la nation en Kirundi, la langue nationale du Burundi, le président Nkurunziza a également appelé à un dialogue national. Linda Zibi et Alioune Gando. Le président Pierre Nkurunziza est revenu en Kirundi, la langue nationale burundaise, sur les événements qui touchent le Burundi depuis la fin du mois d'avril 2015. Face aux insurgés qui ont pris les armes pour contester un 3e mandat de l'actuel président, ce dernier a lancé un ultimatum de 5 jours pour qu'il les baisse. Nous conseillons à ceux qui se rendent coupables de crimes de renoncer à cette voie qui n'aboutira à rien, car ceux qui les envoient les trompent d'autant que personne n'a revendiqué leurs actions jusqu'ici. Vous serez accueillis par les forces de l'ordre, on vous apprendra à aimer votre pays pendant 2 semaines, puis vous serez renvoyés parmi les vôtres. Lors de son discours du 2 novembre 2015, Pierre Nkurunziza a appelé l'ensemble de la population burundaise à se préparer à un dialogue national, cédant ainsi à la pression de la communauté internationale qui lui impose d'organiser une concertation nationale. Cependant, il exige que le processus de dialogue national se tienne au Burundi, histoire d'exclure d'emblée les membres de l'opposition partis en exil. D'abord, le dialogue national doit être inclusif au Burundi, comme le demandent plusieurs pays et plusieurs organisations. Et ce dialogue suppose qu'il se passe à l'étranger avec tous les opposants et la société civile, les gens qui sont à l'étranger. Donc, le problème des rebelles qui déposent les armes ou pas ne peut pas influencer le dialogue parce que on sait bien que même quand le CNDD-FDD a négocié, ils n'avaient pas encore déposé les armes. Le 2 novembre 2015, le président Pierre Nkurunziza a rappelé aux insurgés que son appel à rendre les armes était le dernier effort du gouvernement dans leur intérêt. Il a aussi demandé au ministère de la Sécurité d'élaborer avant la fin du mois de novembre 2015 une loi antiterroriste sur laquelle vont se pencher les 2 chambres parlementaires. Et on reste dans la région des Grands Lacs. En République démocratique du Congo, les autorités revoient à la baisse leur prévision de croissance 2015, 8,4% contre 10,3% initialement annoncé au début de l'année par le gouvernement. Une situation consécutive au ralentissement de de l'activité économique à l'échelle mondiale, mais que le gouvernement congolais entend améliorer grâce notamment à la diversification économique. Arwa Barkala.
La République démocratique du Congo à l'épreuve du ralentissement économique mondial pour l'année 2016. Les autorités congolaises ont revu à la baisse leur prévision de croissance. Elle sera finalement de 8,4% en 2015, en cause la chute du prix du cuivre. En septembre 2015, la société Glencore, qui assure 15% de la production de cuivre, annonçait l'arrêt temporaire de ses activités. Nous avons justement un des impondérables qui aurait pu arriver à n'importe quel moment, le ralentissement de l'économie mondiale et de la demande, le besoin de diversifier l'économie, non seulement pour répondre de manière structurelle à cette crise, mais également pour assurer une inclusivité et une réduction de la vulnérabilité. Le ralentissement de la croissance congolaise démontre sa dépendance vis-à-vis du secteur minier, mais les efforts économiques du gouvernement pour l'application de sa politique sociale pourraient avoir un impact conséquent sur la population rurale, directement exposée à l'extrême pauvreté. 80 millions d'hectares de terres en République démocratique du Congo, moins de 10% à l'exploitation. Et l'exploitation agricole au Congo est essentiellement une exploitation de subsistance. Il y a une initiative du gouvernement qui fait un parc agro-industriel. C'est un modèle à perfectionner et à multiplier en République démocratique du Congo. Mais il faut aussi savoir que 80% de notre population vit en milieu rural. Et donc, de mon point de vue, si nous désirons faire une intégration économique, il faut donc aller chercher la croissance là où elle est, en y amenant de la performance et en la connectant au marché. En plus du secteur agricole, les autorités espèrent renforcer le climat des affaires et celui des énergies renouvelables. Le pouvoir souhaite voir le taux de croissance passer la barre des 9% en 2016. Le gouvernement a déjà revu son budget à la baisse à 8 milliards de dollars, soit 1 milliard de moins que son budget 2015. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.